Pouvez-vous nous parler de l'apport de l'anthropologue Marius Barbeau? Ah ben là, Marius Barbeau, c'est la nouveauté dans cette période-là. Parce que là, le conte merveilleux, il n'y a plus de limites, il n'y a plus d'obstacles. Il va décider, lui, de s'inspirer des conteurs qu'il a rencontrés, en particulier, par exemple, dans la réserve indienne tout près de Québec, ici, le village Huron. Il va s'inspirer aussi de ses visites nombreuses qu'il a faites dans la région de Charlevoix, dans la région de la Gaspésie, et il va recueillir une foule de contes auprès de conteurs Oui. qui ne sont pas professionnels, des conteurs amateurs, mais des conteurs quand même, des informateurs qui sont vraiment exceptionnels et qui ont un long répertoire, un énorme répertoire. Et lui, il va diffuser. Qu'est-ce qu'il va faire de ce répertoire? Il va les diffuser sous le titre de contes de contes dans le journal de l'American Folklore Society aux États-Unis. Et il va en réunir dans différents recueils qu'il va publier. Grand-mère raconte, par exemple, et d'autres textes dont j'oublie. Il était une fois. Il était une fois, oui, Rêve exactement. de chasseur, etc. Exactement. Et les chasseurs, là, c'est important parce que c'était des éditions pour les jeunes. C'était de tout petits recueils que les jeunes pouvaient lire et pouvaient connaître. Donc, et aussi, ils pouvaient se familiariser avec le conte. Et quand Barbeau va publier ces recueils, il y a des femmes qui vont dire: Hey, écoute, il n'y a pas rien que les hommes qui en savent des contes. Et nous autres aussi, on en sait. Pourquoi on ne les publierait pas? On en racontait à nos enfants, on va les publier. Et là, il y a un certain nombre de Marie-Claire d'Aveluy, par exemple. Grand-mère raconte. Grand-mère raconte, exactement. Donc, qui vont nous raconter les contes qu'elles ont hérités, elles aussi, de conteurs qui étaient autour d'elles et elles vont les rendre publics, de sorte que le conte merveilleux va devenir un genre excessivement important au 20e siècle, et il aura son importance, on le verra, un peu plus tard, quand les conteurs professionnels vont arriver. Oui. Parce qu'eux aussi, ils vont s'inspirer. N'anticipons pas. Ouais, n'anticipons pas. Si on parle justement de cet apport, de ces recueils de Marius Barbeau, est-ce que jusqu'aux années 40, est-ce qu'on observe quand même un déclin par la suite? Est-ce que d'autres auteurs vont prendre le relais? C'est-à-dire que Monsieur Luc Lacourcière, le professeur Luc Lacourcière, va fonder les archives de folklore en 1944 avec Monseigneur Savard. Et là, bien sûr qu'ils vont se mettre aussi à recueillir des contes et à envoyer des étudiants en folklore recueillir des contes. Donc là, ils vont enrichir vraiment la collection. Le fonds de contes au 19e, des conteurs du 19e et des conteurs du 20e siècle. Oui. Donc là, il va y avoir une banque exceptionnelle, et il y a des jeunes qui vont commencer à étudier ces contes-là, par exemple. Et on va publier des archives de folklore, des documents, des thèses qu'on va... Alors, le conte merveilleux va faire quand même son petit bonhomme de chemin et il va avoir beaucoup de succès. Oui. Mais si on regarde du côté de la littérature, après l'avènement... Après l'avènement des contes... des contes de la terre, si l'on veut. Là, il y a des conteurs qui vont venir. Je pense par exemple à Yves Thériault, qui va nous publier ses contes pour un homme seul, dans lesquels il y a des contes fantastiques. Je pense au Sac, par exemple. Il y a aussi Alain Grandbois, qui va publier, sa sœur Madeleine va publier Maria de l'Hospice, Anne Hébert
va publier son recueil Le Torrent. Elle avait publié des nouvelles auparavant. Donc, il y a quand même un certain nombre de conteurs qui ont beaucoup de succès, mais il y en a moins à ce moment-là que l'on aurait pu espérer. C'est à partir de 1960, disons, Oui. avec Roch Carrier, par exemple, Oui. les Ferron, Madeleine Ferron et Jacques Ferron, qui vont publier des contes dans lesquels il y a aussi du fantastique. Parce que le fantastique va commencer de plus en plus à intéresser. Et il va devenir ce qu'il est devenu dans les années 80 Oui. avec la science-fiction. Voilà. Il y a beaucoup de beaux textes qui vont être publiés dans les recueils. Et là, les recueils, il va y en avoir beaucoup. Oui. Le dictionnaire des œuvres, par exemple, on a publié de 60 à 70, on a publié un tome. Il y a au-delà de 150, 200 recueils de contes entre 1960 et 1970. Et de 70 à 75, il y en a quasiment autant. Et de 75 à 80, il y en a encore beaucoup. Oui. De sorte que le conte, là, il est là pour rester. Il va varier. Il va se détacher un peu de la morale. Il va se détacher de la religion, bien sûr. Il n'y a plus question. Il y a encore des conteurs qui vont s'inspirer du diable, etc. Je pense à Legault, par exemple, qui a publié un recueil en 1944, je pense, dans lequel il y a encore la présence, dans ces 8 contes, il y a la présence du diable, mais c'est quand même intéressant. Ça s'appelle Le Chien Noir, ce recueil-là. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes sans être du côté du fantastique ou du côté de la science-fiction, mais du côté réaliste, parce que là, les auteurs vont s'inspirer et ils vont être beaucoup plus psychologues, ils vont être beaucoup plus analystes, ils vont être capables d'entrer à l'intérieur de leur personnage, de le rendre dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, etc. Donc là, il y a des belles choses qui se font.